Un, 2, 3. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bonjour. Bonjour Edwina. Bonjour Joël. Ça va bien aujourd'hui? Oui. On fire? Ouais, on fire. Ok. Et parce qu'on l'a refait déjà 2 ou 3 fois, donc c'est pour ça que la première fois elle a dit on fire et tout, elle était chaud patate Ouais, pour j'étais commencer. chaud patate. Et là on est retombé sur Et un soufflet. Bon bref, allez. Alors aujourd'hui de quoi va-t-on parler? De quoi va-t-on parler, excuse-moi? on va parler de gestion de patrimoine, protection du patrimoine par Ouais. rapport à l'entrepreneuriat. Ok. Alors, comment on fait pour protéger son patrimoine quand on est entrepreneur? Les IRL. Pardon, excusez-moi. Petite joke blague. Privé Bah, joke. Et Non. pourquoi pas? Non, mais le IRL, ça n'existe plus. Ah, le I. Oui, les IRL, donc entreprise RL. individuelle avec RL, je sais plus, c'est à responsabilité limitée. Ouais. Donc ça, en effet, ça n'existe plus. C'est fini. C'était l'avantage d'avoir un EI et avec la séparation en fait de vos biens personnels. Donc en fait, il y avait une vraie distinction entre ce que vous aviez en nom propre et ce que vous aviez au nom de votre société. Je crois que c'était pas trop mal, c'était plutôt intéressant de ce côté-là parce que l'avantage c'est que le IRL, le I tout court, tu peux tout déduire en fait l'ensemble de tes charges et en fait c'est un équivalent de la micro-entreprise sans avoir. Le I, tu peux déduire toutes tes charges. Ouais, L'entreprise individuelle. On parle bien de entreprise individuelle, oui, tu peux en retirer des charges du reste. C'est un peu en micro-entreprise sauf que en fait tu es ponctionné par tranche. Donc c'est comme un peu l'impôt à la source, sauf que là c'est pas l'impôt à la source, c'est vraiment finalement en fonction de ton chiffre d'affaires, de ta structure, ouais, c'est ça. Tu es ponctionné en fonction de tes différents paliers, quoi. D'accord. Alors qu'en micro-entreprise, C'est un pourcentage directement. c'est un pourcentage. C'est un pourcentage. Tout dépend de ce que tu fais. Pour la cotisation sociale en métropole, on est autour de 22%. De cotisation sociale, sachant que tu as un abattement en fonction de si tu es en BIC, donc bénéfice industriel et commercial, et si tu es en BNC. BNC, merci, en bénéfice non commercial. Donc, en fait, tu as différents abattements en fonction de si tu fais du e-commerce, si tu fais une propriété intellectuelle et l'autre si tu fais du service. Donc, en fait, on prend ton chiffre d'affaires, l'administration fiscale prend que 50% si tu es en BIC e-commerce ou ce type de choses, si tu as un achat-revente. Et pour les restes, en fait, il était 34% en fonction de ce que tu fais, l'activité que tu fais en fait. Tu as parlé de métropole, tu parles de la France. La France, pardon. Et la Guadeloupe, comment ça se passe? La Guadeloupe et les dom-toms, c'est un petit peu plus autour de 18%. Ok. Donc, qui sont imposés sur leur chiffre d'affaires. Ok. Avec cet abattement. C'est quoi cet abattement là? L'abattement de l'administration fiscale estime que tu as un certain nombre de charges, donc ils font un abattement de ces charges. Ils prennent un pourcentage de ces charges et se disent bon voilà, je déduis 50% de tes charges et tu payes 22% de 50% de Pourquoi tu fais ça? Parce qu'on coupe la part en deux. Tu vois, l'administration elle coupe la part. Hop, ça c'est pour vous monsieur, ça c'est pour vous. Ça c'est pour moi. L'administration fait ça. Ça c'est pour moi, ça c'est pour vous. Voilà. On estime que vous avez à peu près ça de charge. Globalement, hein, vous avez ça de charge. Voilà. Vous vous débrouillez avec. Et c'est pour ça que la micro-entreprise, en fait, dès qu'on commence à avoir des charges, ce type de choses, ça devient de moins en moins intéressant en fonction des charges que tu peux déduire. Quoi. Ok, mais du coup, en micro-entreprise, on ne protège pas son patrimoine. Non, parce qu'en micro-entreprise, ce qui se fait que, en fait, ta société, c'est toi. Tu es Monsieur Dupont. Monsieur Dupont représente totalement sa société et en fait, rien n'est séparé, que ce soit de Monsieur Dupont par rapport à ce qu'il achète pour sa société. Ok, donc je peux autant acheter ma brique de lait
avec l'argent de la société qu'avec mon argent personnel. En soi, l'administration ne voit pas la différence entre les dépenses qui sont faites personnellement que des dépenses qui sont faites pour l'entreprise. Malheureusement, en fait, tu peux avoir exactement le même compte, que ce soit personnel que ce soit professionnel. Ouais. Ce qui est à déconseiller, mais en fait, c'est pas en fait considéré comme une faute que vous ayez le même compte, que ce soit pour le personnel, que ce soit pour le professionnel. Mais du coup, il n'y a pas d'abus de biens sociaux dans ce sens-là? Non, on peut pas acter qu'il y a d'abus de biens sociaux parce qu'en fait, il n'y a rien qui est séparé. Okay. Il n'y a pas de séparation. L'entreprise, c'est vous. L'entreprise, c'est la micro-entreprise, c'est toi. Que ce soit micro-entreprise. Que ce soit micro-entreprise, IRL. I, pardon. Mais IRL, ça n'existe pas. Okay. Mais en fait, l'avantage de l'EI, c'est que tu peux segmenter les choses et pouvoir faire déduire les charges. Ok. Et du coup, en micro-entreprise, si jamais la société a des dettes, en fait, c'est pas la société, c'est toi qui as les dettes. Oui, tout à fait. Ouais. Donc, si tu es marié en communauté des biens, c'est aussi tout ton foyer qui... Oui, c'est ton foyer qui est touché. Par exemple, vous achetez une machine à 50 000 € et en fait, vous n'arrivez pas à payer les traites. Le fournisseur vous met en demeure et finalement, en fait, donne votre dossier au contentieux. Le contentieux va directement venir voir avec un huissier pour pouvoir gérer ce qu'il y a à gérer, quoi. Ok. Voilà. Et en EI, pour le coup, EI, SAS ou SARL, SASU ou... Ne me parle pas de I parce que là, il n'y a pas de segmentation. Donc en EI, il n'y a pas de segmentation. Il n'y a pas de segmentation. C'est comme la micro-entreprise. C'est comme la micro-entreprise, mais tu disais que tu... le IRL. En EI, tu peux quand même déduire tes charges. En EI, tu peux déduire tes charges. Donc même si tu déduis tes charges, ça ne protège pas ton patrimoine. Non, du tout. Donc si tu as des difficultés de créance, on va venir te chercher, toi ou ta famille. Non, mais ouais. Si tu es non, mais tu rigoles. Oui, mais en communauté de biens, en fait, au final, oui, c'est toi et ta famille qu'on vient chercher. Ok. Faites un contrat? Oui, mariage, aussi, ouais. Ça permet de couvrir au moins ça. Ou Pax. Que vous soyez. Non, non. Ça passe pas? Non, c'est pas parce que c'est un Pax que c'est segmentation. Mais si tu as un contrat avec ton Pax, dans ton Pax. Bonne question. Pax. Je ne sais pas. Bonne question. À regarder. À aller chercher comme information. Là, je ne l'ai pas. Ok. Donc, oui. Donc, on parlait de l'EI. Le I, donc en effet, pour moi, c'est l'équivalent micro-entreprise. Le I. Les deux, en fait, si vous êtes marié ou autre, il faut vraiment qu'il y ait une segmentation, au moins avec le reste de votre famille. Donc, c'est-à-dire, contrat de mariage obligatoire. Pour moi, il faut. C'est même pas de vrai, il faut. Ouais, comme ça permet de segmenter. Si un jour, il y a quelque chose qui se passe ou autre, vous avez un souci avec votre client par rapport à quelque chose et qu'au final, ça va jusque devant en fait des tribunaux ou autres et que vous avez une certaine amende à payer, au moins l'avantage c'est que c'est vous qui prenez et c'est pas votre famille qui prend. Ok. Mais du coup, ça vaut aussi pour toute autre forme d'entreprise d'avoir un contrat de mariage. Non, parce que en fait, non, tu es en SAS, tu es en SARL. Ça vaut le coup parce qu'en fait, il y a déjà bien la segmentation entre ta société et la personne en fait, voilà, okay. Et la personne qui a la responsabilité, quoi. D'où le fait d'avoir personne physique, toi, et personne morale, la société. Tout à fait. Ou en micro-entreprise ou en entreprise individuelle, la personne, enfin, il n'y a pas de personne morale physique. C'est ça, tout à fait. Ouais. Okay. C'est exactement ça. Et donc, pourquoi c'est réellement intéressant de protéger son patrimoine? Déjà de un, ne serait-ce que, par exemple, vous aviez une année faste avec votre entreprise, ça fait déjà 5-6 ans que ça roule et compagnie, tout va bien, vous commencez à faire des investissements, par exemple dans de grosses machines, je dis une bêtise, hein, vous avez... Ouais, voilà, vous renouvelez, vous avez... Je ne sais pas pourquoi c'est... L'exemple me vient, c'est une imprimerie. Okay.
vous avez une imprimerie, ok. Vous aviez eu des années fastes et compagnie, vous avez des espèces de grosses machines qui valent les 200, 300 000 euros. Et là, vous commencez à les renouveler. Et là, hop, le vent tourne parce que je ne sais pas, Covid arrive, alors que vous venez de signer en fait vos bons, les machines sont arrivées, sauf que vous ne pouvez plus finalement imprimer parce qu'il n'y a plus vraiment de personnes pour pouvoir en fait acheter ce qu'il y a à acheter, quoi, ce que vos clients vous achètent pour pouvoir les distribuer et compagnie. Donc là, c'est quand même un problème. Et le vrai avantage, c'est de dire, bon, ok, ma société a des dettes, okay, il n'y a pas eu de problème de gestion en tant que tel, parce qu'en fait, pour nous, dans notre business plan, ça allait rouler, tout s'auto-alimentait, tout était en autosuffisance et compagnie, les salaires, ça passait, tout passait. On avait en plus une trésorerie intéressante. Et là, bim, accident, Covid ou je ne sais quoi. Et donc, au final, ce qui se passe, c'est que les dettes restent les dettes d'entreprise. Si vous fermez l'entreprise, ce qui va se passer, il y aura en fait un certain nombre de procédures qui vont faire en sorte d'essayer de payer le maximum de personnes, les fournisseurs. D'abord les salaires et ensuite les fournisseurs. D'abord les salaires et après les fournisseurs. Et ensuite toutes les petites créances qui sont à droite et à gauche, s'il reste en fait de quoi payer dans l'entreprise. Mais en fait, c'est super important parce que imaginez-vous que vous aviez en fait une micro-entreprise, que vous aviez investi je ne sais pas combien d'argent dans des machines. Et là, en fait, il y a le Covid. Là, c'est pour votre pomme. Et là, les huissiers et compagnie viennent vous voir en fait. Et ça arrive vraiment des gens qui achètent de grosses machines et qui sont en micro. En fait, des grosses machines, ça va vite, hein. 20 000 euros par-ci, 20 000 euros par-là, parce que machin, ça commence à aller vite. Hein. Ne serait-ce que par exemple pour un salon de bien-être, tu achètes un bon gros fauteuil à 7 000, 8 000 euros, 9 000 euros, 10 000 euros, ça monte. Hein. Ouais. Ça monte. Et en fait, on parle qu'un d'un fauteuil. On ne parle pas d'une table de massage, on ne parle pas une machine super puissante et compagnie. Mais en fait, le plus souvent, les gens vont aller chercher ça de manière avec leurs fonds propres. Oui, mais pourquoi ils font ça? Parce que il y a une éducation à avoir. Je veux pas dire, on va pas cracher dans la soupe parce qu'au fait, au final, initialement aussi, on l'a tous fait au final. Hein. On passait par un fonds. Acheter des choses pour l'entreprise à fonds propres, je suis désolé. Oui. On l'a tous fait au moins un jour ou l'autre pour pouvoir en fait financer ou autre. Maintenant qu'il y a différentes institutions, plus des banques, plus des investisseurs, plus ne serait-ce que la DI pour pouvoir faire des crédits pour pouvoir payer différentes machines ou autres, il faut aller chercher. Il faut aller chercher le financement là où il est. Et le seul truc, c'est que les gens ne savent pas où aller chercher le plus souvent, parce qu'il y a plein de choses comme Initiative France, il y a Guadeloupe France Active, il y a BPI, il y a plein de différentes manières d'aller chercher du financement quand vous avez un dossier qui est bien ficelé. Et du coup, il y a une différence entre le fait d'investir en fonds propres dans sa société et le fait que ça ait un impact sur... oui, c'est quand même lié parce que quand tu vas mettre de l'argent, ton propre argent, ton argent personnel en tant que personne physique dans ta société, si tu n'es pas sous forme d'une société, c'est pas de l'argent que ta société va te rendre. Non. Alors que quand tu as une société SAS, SASU, SARL ou EURL, il y a des comptes associés dont la société est redevable. C'est ça. La société a une dette envers la personne. La personne morale qui est la société a une dette envers la personne physique qui est le dirigeant de l'entreprise. Tout à fait, exactement. Tout à fait. Et donc l'avantage, c'est que si vous aviez acheté en fait une machine à 10 000 euros, vous l'aviez finalement payée de vos fonds propres, et que vous aviez déjà une structure et que la facture a été libellée au nom de cette structure, le vrai avantage, c'est derrière que
le jour où c'est les beaux jours pour votre société, soit elle vous rembourse d'un seul coup les 10 000 euros sans passer par de charges sociales ou ce type de choses parce que c'est en compte associé, parce que c'est vous qui l'avez amené, ou soit en fait vous le faites par tranche et vous refaites sortir les sous. T'aimes bien le couper. Oui, vous refaites sortir. Là je coupe pas, là je passe. Vous refaites sortir les sous petit à petit quoi. Voilà. Sortir les sous de la société. Voilà, la société est là, tu les remets vers nous. Voilà, je ramène. Sans avoir de charges particulières à payer par rapport à ça. Excusez-moi, je suis sur notre planète aujourd'hui. Oui, je vois ça. Mais tu peux continuer tes questions, t'inquiète pas. Ok. Ouais, du coup, donc, autant le fait d'être en société te permet de séparer, entre guillemets, les risques de la société, les risques de la société, que du coup, te permettre, entre guillemets, enfin, c'est pas une sorte d'épargne, mais je l'entends un peu comme ça, parce que quand tu commences à mettre de l'argent personnel, tes fonds propres, dans ta société et que tu as la possibilité par la suite de le récupérer, enfin, c'est une forme d'épargne. Oui, en quelque sorte. Oui, c'est une épargne. La seule différence, c'est que ta société n'est pas une institution. Oui. Mais en réalité, oui, c'est bien une sorte d'épargne. Oui, en tout cas, de rien, il n'y a pas le pourcentage. Non, mais tu rigoles. Mais tu peux mettre une convention en place avec ta société pour pouvoir mettre des intérêts auprès. Alors, tu as prêté 10 000 euros à ta société, tu peux mettre une forme d'intérêt auprès de ta société en faisant un contrat. Mais ça c'est possible. Par contre, le truc qui va se passer, c'est que derrière, il faudra justifier auprès de l'administration, une fois que tu fais l'impôt sur le revenu, disant que tu as touché tant d'intérêts. Et donc, au final, en fait, tu dois payer des pourcentages si tu dépasses déjà certaines tranches pour pouvoir payer ces intérêts. Ok, c'est quand même intéressant parce que du coup, tu crées ta société. Allez, dans les débuts, tu commences à mettre tes fonds propres dans la société, mais c'est pas de l'argent qu'entre guillemets tu as perdu. Non. Parce que du coup, quelques années après, la société revient te redonner, te rembourser les sommes que tu as mises à l'intérieur. Tout à fait. Les fonds propres que tu mets dans ta société en tant que société personne morale, on précise bien parce que on entend que la micro-entreprise ou l'entreprise individuelle c'est une forme de société, sauf que en tant que telle, elle ne protège pas et elle ne permet pas d'avoir cette séparation nette de la personne physique que vous êtes par rapport à la personne morale qu'est la société. Donc, ça te permet de mettre de l'argent dans la société pour, d'investir dans la société, dans l'avenir de la société, pour te dire, bon, voilà, l'argent, je le mets là, j'en ai besoin pour payer telle chose. Ok. La société, vite fait, elle fait son expansion, du coup, au fur et à mesure ou d'un coup, en gros, elle peut te rembourser les sommes que tu as engagées. Parce qu'en soi, il n'y a pas il n'y a pas une règle qui dit qu'elle ne peut pas te donner toute la somme que tu investis d'un seul coup, si. Alors, il faut juste faire attention parce qu'il y a quelque chose que... Donc, quand tu crées une société, tu as un capital social. Bon, c'est pas vrai en micro-entreprise, c'est pas vrai en EI, donc entreprise individuelle, parce qu'en fait, il n'y a pas de segmentation, donc il n'y a pas de capital social. Mais il faut savoir que tu ne peux pas, sur les comptes, il doit avoir au minimum la moitié de la somme du capital social. Voilà. Donc, à la clôture d'exercice, il faut vraiment qu'il y ait une certaine somme en mode trésorerie même en termes de liquidité sur votre société, sur le compte de la société. Donc ça c'est important. Mais derrière, en fait, si ta société a de la trésorerie et compagnie, oui, tu peux te reverser à n'importe quel moment de l'année, en fait, finalement, cette somme que tu as prêtée à la société. Ok, mais ça reste quand même intéressant parce que, en fonction du capital social que la société détient à son ouverture ou que vous avez revalorisé au cours des années, ce montant-là, tu le divises par 2
Pardon. Tu divises par 2 et en gros... T'as bien coupé aussi, hein, moi je dis ça. Oui, j'ai coupé. Ah, ok, très bien. Oui. Ok. Tu divises par 2 et là, en gros, tu fais en sorte qu'il y ait au moins ce minimum dans la société. Enfin, bon, on va pas abuser. Il n'y a pas au moins le minimum, il faut qu'il y ait de l'argent dans la société. Mais bien sûr. Par contre, l'obligation, c'est d'avoir au moins la moitié du capital social. Oui. Ouais. Quelles que soient les années, qu'elles vous aient remboursé ou pas, il faut au minimum... En liquidité à la clôture de l'exercice. À la clôture de l'exercice comptable. Là, au minimum, la moitié du capital social. Et n'allez pas récupérer tout l'argent de la société parce que n'oubliez pas, c'est une société, personne morale. Et vous êtes la personne physique. Non, c'est important parce que la façon dont je parle, on a l'impression que j'ai envie de récupérer l'argent de toute la société alors que non. Parce que l'objectif, c'est que la société fasse des bénéfices. Et plus elle va faire des bénéfices, plus vous allez pouvoir investir à l'intérieur, plus vous allez pouvoir... la voir grandir, si vous avez des projets à l'international, si vous avez envie de faire des partenariats, avoir d'autres investissements pour encore faire plus grand. L'objectif, c'est toujours que la société grandisse. Si à chaque fois vous venez ponctionner dans les caisses de la société, mine de rien, je pense qu'à ce moment-là, il y a abus de biens sociaux à un moment. Il y a un moment où c'est un abus de biens sociaux uniquement si tu prends cet argent, si tu utilises par exemple cet argent pour aller acheter, je sais pas, les baskets de ta fille ou de ton fils ou ce type de choses. L'argent de la société, c'est à la société. Ok, pour rembourser ce que vous avez déjà mis dans la société, mais on n'utilise pas l'argent de la société pour aller faire plaisir aux membres de sa famille ou à soi-même, hein, mine de rien. Oui, ou à soi-même, tout à fait. L'objectif, c'est vraiment que l'entreprise prospère. Si vous voulez qu'elle prospère, il faut qu'elle ait de l'argent. Si vous voulez qu'elle ait de l'argent, il faut faire en sorte d'avoir des clients, hein, mine de rien. De toute façon, c'est que par là que tu peux passer. Oui, d'avoir des clients, d'avoir potentiellement qu'elle aille chercher de l'argent aussi, par exemple. Oui, de subventions, de l'argent, banquier. Des prêts bancaires, tout ça. Et la love money. Mais ça, c'est uniquement parce que tu auras comme objectif... Non, parce que tu auras comme objectif de faire un investissement à un temps T pour pouvoir investir dans telle ou telle chose. Tu vas pas prendre de l'argent pour prendre de l'argent. Non, voilà, c'est pas débile quand même. Oh, on ne sait jamais. Tu sais, tonton me donne 1 000 euros. Oui, mais tonton me donne 1 000 euros. Est-ce qu'il donne 1 000 euros à la société? Est-ce que c'est qui me donne... Ça ne devient pas un actionnaire. Hein. Je ne sais pas si tu... Alors, ça ne devient pas un actionnaire, mais l'argent que tonton met dans la société, ça passe par qui? Ça passe par moi? Oui, ça passe par toi. Donc, c'est moi qui donne l'argent à la société. L'avantage, c'est de passer, en effet... Tonton n'est pas un client de la société. Tonton est l'oncle de la personne physique. Donc, c'est-à-dire, ton tonton, il va te donner de l'argent et toi, tu vas le faire rentrer en tant que compte associé. Tout à fait. Compte courant d'associé. Sur le compte courant d'associé. Comme ça, le jour où tu veux te reverser ces 1 000 euros que tonton t'a donné ou que tonton veut reprendre ces 1 000 euros, c'est aussi une possibilité. Non, mais c'est aussi une possibilité. Non, mais par exemple, un jour, tonton te dit, tu sais quoi, voilà, Edwina. Mais tu vas pas prendre sur le compte de la société, tu vas prendre. Non, mais écoute ce qui se passe. Par exemple, tonton t'a donné 1 000 euros en janvier, en janvier 2024, ok? Là, il se passe quelque chose avec tonton. Tonton aurait besoin de ces 1 000 euros, même s'il ne te le donne pas, mais tu dis, tonton, tu sais quoi? En octobre, là, je peux te redonner 1 000 euros parce que mes clients, là, ça y est, je suis à flot et compagnie. Oui, mais sauf que tu vas pas prendre. Pourquoi prendre l'argent que tu as mis dans la société? Prends l'argent que tu as sur ton fonds propre. Ok. Non. Que c'était pour ta... Est-ce que tu as dit, je te fais un cadeau pour ta société? Non, écoute. Là où je veux en venir, c'est-à-dire que là, tu veux dépanner tonton au mois d'octobre. Ok, ta société un chiffre d'affaires de 30, 40 000. Bref, il a un bon chiffre d'affaires, tu as une certaine liquidité sur ta société. Ok. Tu sais que tu as, en compte associé, tu as mis de l'argent dessus. Tu as 5 000 euros par exemple en compte associé que tu as mis dedans. Donc au final, la société te doit 5 000 euros. Ok. Au mois d'octobre, au lieu de le prendre de ta poche, parce qu'en fait, au final, tu t'es fait de la rémunération.
Okay, tu as fait de la rémunération, donc c'est-à-dire que tu as payé, si tu es en SASU, entre 75 et 86% de charges sur ça. D'accord. L'avantage, c'est que si tu prends ces 1 000 euros par rapport à ces 5 000 euros qui sont dans la société, l'avantage, c'est que tu n'as aucune cotisation sociale à payer dessus. Et tu as la liquidiser tout de suite. Tu vois ce que je veux dire? Donc, même si ça transite par ton compte, il faut que ça transite par ton compte, de toute façon, tu passes du compte courant de la société au compte courant d'associé d'Edwina, au compte personnel d'Edwina, et le compte personnel d'Edwina va alimenter le compte de tonton. Ouais. Et ça, en effet, là, tu es en flat. Tu n'as pas de cotisation particulière, tu es flat partout. Mais parce que tu es aussi en positif, tu es créditeur au niveau de ton compte associé. Oui. Voilà. Et il y a une chose qu'on n'a pas forcément dit par rapport au compte associé. Tu as parlé de notion de créditeur. Oui. Il faut jamais. Ah oui. Quelque chose de très important, merci beaucoup. Quelque chose de très très important, il ne faut jamais être débiteur à la clôture de l'exercice du compte associé. Parce que là, c'est directement abus de biens sociaux. Oui, en effet. La société et l'État et comment dire ça, vous avez un contrôle, vous êtes débiteur dans votre compte associé, les gars, c'est problème. Non, c'est problème. Tu parles de contrôle. Qui est-ce qui va contrôler? En fait, il faut savoir que quand tu fais ta liasse fiscale sur les sociétés, tu as un certain nombre d'éléments qui sont transmis et dont de savoir à titre de compte associé. Aussi, il y a des warnings qui ressortent si tu fais trop de repas, trop de notes de frais en termes de repas et compagnie. Si tu dépasses aussi un certain montant, ça sort aussi une alarme. Donc, en fait, tu as un certain nombre de choses qui font que en fait, tu es plus susceptible d'être contrôlé parce que lorsque tu envoies ta liasse fiscale, tu as un certain nombre d'alarmes qui sortent. Voilà. Et ça, c'est le fait des logiciels comptables que tu utilises qui permettent de lever ces alarmes. Des logiciels comptables que tu utilises ou que ton comptable utilise. Ou que ton comptable utilise, oui, tout à fait. Pour remonter les informations c'est ça. Que warning, il y a une alerte à tel endroit. Tel compte est pas bon au bon endroit. Donc, sachant que je ne sais pas si nos auditeurs sont au courant, mais en fait, il faut savoir que le compte de l'entreprise, on va dire un livre comptable, un grand livre comptable, chaque dépense a un numéro de compte. Donc, que vous payez un fournisseur pour l'électricité, c'est un numéro de compte. Que vous payez l'EDF, c'est un numéro de compte. Que vous payez le loyer, c'est aussi un autre numéro de compte. Que vous fassiez un prêt à la banque, c'est un autre numéro de compte. Toute transaction a une référence de compte. Et là, je ne parle pas de compte bancaire, je parle vraiment d'une classification comptable qui est faite directement par votre comptable ou par votre logiciel qui est faite directement pour qu'il puisse détecter que ça, c'est note de frais, ça, c'est un ordinateur qui a été acheté, ça, c'est telle chose qui a été achetée. Une immobilisation à faire. Donc, ça, c'est dans… il y a donc, quand on parle d'immobilisation, il y a une immobilisation au final. En fait. Il y a de l'amortissement. Voilà, c'est le terme que je cherchais. Il y a de l'amortissement à faire et compagnie. Donc, vraiment, en fait, le compte de la société, c'est pas votre compte personnel. C'est-à-dire que vous n'avez pas juste plusieurs lignes de dépenses et juste la ligne de solde et compagnie. Non, vous avez en fait, en fonction de la ligne, il y a plusieurs comptes qui y sont associés pour savoir exactement où est-ce que vous avez engagé cet argent et d'où votre argent vient. Donc, voilà. Notamment, il y a des factures. Oui, notamment, il y a des factures. Gardez vos factures, faites les photographies, faites en sorte de garder vos justificatifs. Ouais, le vrai avantage de nos jours, c'est les comptes, les néobanques avec le fait que vous associez directement la facture à la dépense qui a été faite. Et ça, c'est vraiment génial parce que directement, votre néobanque communique avec votre logiciel une fois que c'est configuré, avec votre logiciel comptable. Et là, ça soulage tellement les comptables. Ouais. Aïe, mais ouais, c'est un truc de malade. Même nous qui faisons la comptabilité seul, mais ça soulage vraiment. Ça soulage vraiment, je sais vraiment. Ouais. Donc, et de plus en plus,
j'ai l'impression en tout cas que de plus en plus de comptables utilisent ce type d'outil qui permet, mine de rien, une certaine fluidité en fait. Ouais, parce qu'en fait, c'est du temps qu'ils perdaient à faire des rapprochements. Mais c'est super chronophage. C'est super chronophage. C'est pour ça que de nos jours, en fait, ces dernières années, il y a plein de sociétés qui déléguaient en fait à différents pays, Madagascar et autres. Ils envoyaient des grosses caisses de factures pour pouvoir juste les scanner et les associer à des lignes de compte bancaire. Donc, l'avantage, c'est que ça fait travailler le monde. Oui, ça fait peut-être travailler le monde, mais c'est dommage. C'est dommage. Je vais rester là. C'est dommage. Okay. Parce qu'ils pourraient très bien développer autre chose dans les autres pays du tiers-monde, quoi. Et pas juste faire de ce que n'a pas voulu faire en fait le chef d'entreprise ou le comptable à l'instant T, quoi. Donc, voilà. Ok. Et est-ce qu'il y a d'autres façons de protéger son patrimoine en entreprise, dans l'entrepreneuriat de façon générale? C'est une bonne question. Ça me vient pas en tête là. Tu as quelque chose Non, je posais juste la question. Contre un mariage, ça c'est vraiment quand vous êtes vous laissez séparer vos biens, avoir une vraie société, avoir une société, pardon, dite société par l'administration fiscale. Parce que sur les papiers quand même, c'est écrit quand même micro-entreprise, entreprise individuelle, société. Oui. Donc, je ne veux pas mentir, mais au final, société est équivalent à, finalement, pour l'administration, SASU, SAS, EURL, SARL, SA. Voilà. Hein. Les SNC et tout autre. Les SNC, SCI, ALIS et compagnie. Oui, c'est vrai qu'on... Là, on parle dans des spécificités en fonction des secteurs d'activité, mais oui, tout à fait. Ouais. C'est important, on ne peut pas les oublier. C'est vrai, j'avoue. En plus, il y en a un certain nombre qui nous écoutent, donc ouais, j'avoue. Est-ce que tu as tout dit par rapport à ce sujet? Je pense que oui. Le seul truc qu'on n'a pas dit, mais je veux mettre tout de suite en garde les personnes, c'est que votre société peut aussi vous faire un prêt. On a pris le cas de tonton qui demande 1 000 € à Edwina, mais c'est aussi possible que tu fasses aussi un prêt à ta société. C'est-à-dire que tu demandes à ta société de te donner 1 000 €. Ouais. C'est possible. Okay. Mais attention, lors de la clôture, il faut que ces 1 000 € soient déjà revenus. Ah ouais? Ah oui, sinon c'est abus de biens sociaux. Il ne faut pas que ton compte soit débiteur. Il ne faut pas que ton compte soit débiteur. Bon, après, on est resté sur 1 000 €. 1 000 € en un an, c'est largement possible de rembourser. Ouais. Mais du coup, par exemple, on est en septembre, j'ai besoin de 1 000 €. Ouais. Je demande à la société de me faire un prêt de 1 000 €. Oui. Octobre, novembre, décembre. Ça dépend si décembre, c'est la clôture de ton exercice comptable. Oui, c'est peut-être pas la clôture de ton exercice comptable. Tu peux avoir un exercice 1, 2, 3. Tu peux avoir un exercice comptable qui se termine le 30 ou le 31 avril. Je ne sais plus s'il y a 30 jours. Il y a 30 jours, je crois, avril. 30 avril. 31 mai, comme ça. Oui, 31 mai, comme ça, je suis sûr. Ouais, j'avoue. Le 31 mai, comme ça, hop, là, vous avez coupé la part. Mais oui, en effet. Ok. Est-ce que c'est réellement intéressant de faire ça? Le vrai avantage tu parles de quoi? De décorer l'année fiscale par rapport à l'année... Non, ça, ce sera un autre sujet. Ah, ça, c'est un autre sujet, pardon. Du coup, okay. De faire un prêt? Oui. Imagine-toi que tu n'as peut-être pas la trésorerie pour pouvoir, je dis une bêtise, hein, te verser un salaire, je dis grosso modo. Tu n'as peut-être pas la trésorerie pour pouvoir te verser 1 000 € de salaire tout de suite parce que tu es un SASU. On va hypothétiser que tu es à une charge de 75%. Donc, ça veut dire qu'il faut avoir 1 750 € pour que tu aies 1 000 € sur ton compte personnel. Ouais, c'est ça. Et à cela, en fait, au final, tu te dis, bon, j'ai peut-être pas la liquidité tout de suite. Je veux absolument avoir ces sous pour pouvoir payer, je ne sais pas, une bêtise,
quelque chose pour mon petit-fils parce qu'il en a besoin tout de suite, un billet d'avion tout de suite pour mon petit-fils, ben, je vais sortir l'argent et le mois suivant ou autre, je fais le nécessaire. Okay. Mais du coup, par exemple, parce que là, tu parlais de ne pas être débiteur pour la société. Ouais. Par exemple, pourquoi je ferais la société me faire un prêt si j'ai de la possibilité qu'elle me rembourse en compte associé? Si tu as 0 en compte associé. Ah, ok. Si tu n'as jamais prêté de l'argent à ta structure, c'est possible qu'elle te fasse. Là, c'est. Je peux dire l'inverse, c'est-à-dire que tu as besoin de 10 000 euros, tu as 5 000 euros en compte associé, ben, tu seras débiteur de 5 000 euros. Ok, donc là, je serai débiteur de 5 000 euros, mais attention, il faut que à la fin de l'exercice comptable, il faut que ce soit remboursé. Les 5 000 euros à la société, avec ou sans intérêt? Mais non. Ben là, si tu n'as pas de contrat particulier. Non, mais oui, peut-être que c'est un emprunt, mais si tu n'as déjà initialement pas fait de contrat avec ta société, c'est juste la somme point final. Ok. De toute façon, c'est ma société. C'est une société parmi tant d'autres, oui. C'est pas parce que c'est ta société que tu peux tout faire avec. Non. Non, mais je préfère rappeler cela. Attention. Attention. L'administration a un droit de regard sur ce qui se passe un peu dans la société. Oui. Alors, je suis un peu borderline et c'est aussi le but de voir, entre guillemets, jusqu'où on peut aller. Parce que, mine de rien, c'est important de faire attention aux différentes transactions qui se passent dans la société. Mais ça permet aussi d'être un bon moyen pour vous de séparer vos finances, de mieux gérer vos finances, qu'il y ait vraiment un compte pour la société, qui est une personne morale, et votre compte qui est celui de la personne physique. Parce qu'on peut avoir tendance à croire que l'argent de la société nous appartient, alors que non. C'est bien pour ça qu'il y a le nom de la société sur le compte en question. Et ça permet aussi, mine de rien, d'avoir une bonne gestion financière. Parce que c'est plus que tant votre compte que vous gérez le compte d'une autre personne morale. Vous gérez le compte d'une autre personne. Et l'objectif, c'est, mine de rien, que tout soit justifié, que le maximum de choses soient justifiées et que le maximum de choses soient faites de la bonne façon. Si vous faites une erreur, en soi, on va dire que c'est calamiteux. C'est plus qu'il faut avoir cette intention, cette bonne intention de bien faire les choses dès le départ et pas se dire « Ah oui, c'est la société, mais la société c'est la mienne, j'ai le droit de faire ». La société a des droits et des devoirs. Et vous, en tant que représentant de cette société, vous devez de respecter les droits et les devoirs de cette société. Parce que lorsque vous aurez à aller devant les tribunaux, chose que je ne vous souhaite pas, c'est pour défendre, mine de rien, votre société. C'est pas pour l'enfoncer ou croire que c'est vous qu'on accuse. C'est pas tant... Enfin, c'est le gestionnaire de la société, le gérant de la société qui est mise en cause parce que la société n'a pas en soi une bouche, des mains pour écrire, c'est vous qui faites pour la société. Donc attention, la gestion financière c'est très important et dès le début choisir la bonne forme de forme juridique, c'est important. Faire les optimisations qu'il faut pour se rémunérer par rapport à l'entreprise, c'est important. Tout ce qui est TVA et quoi qu'est-ce, c'est important. Avoir les bons logiciels ou les bonnes personnes à qui on délègue les éléments, c'est important. C'est super important. C'est super important. Parce que dans tous les cas, que ce soit le comptable, que ce soit consultant, que ce soit un mentor, que ce soit un coach, peu importe les casquettes multiples que les gens ont,
c'est vous qui restez responsable de ce que la société fait. Donc attention, soyez vigilants et formez-vous. C'est vraiment la façon dont vous allez pouvoir élever notamment votre niveau de compétence, de savoir, et vous avez le droit de déléguer, vous avez le droit de ne pas tout savoir, mais apprenez à aller chercher des informations. Tout à fait. Parce que c'est vraiment comme ça que vous deviendrez de meilleurs entrepreneurs. Sur ce,